Bonjour et salut, mesdames et messieurs, chers compatriotes, congolaises et congolais. Je vous salue d'un salut révolutionnaire parce que je tenais ce matin, avant de monter sur la chaire et parler de l'évangile éternel au peuple de Dieu, de faire une intervention sur ce qui se passe actuellement sur notre terre, particulièrement à propos du déplacement du président Denis Sassou Nguesso, celui que nous reconnaissons comme étant l'homme fort de Brazzaville, le dictateur, le prince de l'apartheid sassouiste oyocrate, n'est-ce pas, qui a embrigadé le nord de notre pays et instrumentalisé notre population du nord du pays pour faire de telle sorte que cette population en question soit sous une psychose au travers de laquelle il leur a tellement fanatisé en leur disant que si le pouvoir repartait au sud, les Bakongo vous extermineraient. Conséquemment, cette frayeur que nos compatriotes de la population du Nord ont instrumentalise, alimente le pouvoir dictatorial du président Denis Sassou Nguesso, qui a pris le pouvoir par le plus long coup d'État jamais réalisé sur la terre, qui a duré 6 mois, pour arracher le pouvoir à un président élu démocratiquement, juste après la conférence nationale souveraine que nous ayons eue. Et après 5 années de labeur d'amorce du processus de démocratisation moderne de notre pays. Aujourd'hui, les populations du Nord se plaignent des mêmes maux que les populations du Sud. Raison de plus, chers compatriotes, hommes et femmes, enfants et vieux, adultes, mineurs, sachant que l'apartheid sassouiste oyocrate n'est pas en réalité ce que ceux qui dirigent ce mouvement, ce système de malgouvernance, d'intolérance, d'injustice, de corruption, entraînent la masse à comprendre. Non, les populations du Sud, les populations du Nord souffrent des mêmes maux et nous allons les détailler. Notre nation est sous une reddition socio-économico-politico-militaire. C'est quoi la reddition sociale? C'est que tous les compteurs de l'épanouissement individuel et communautaire du Congolais du nord au sud sont au rouge. N'est-ce pas? Le panier de la ménagère n'existe quasiment plus. On appelle aujourd'hui les sachets de la ménagère. Le sachet, en Europe, on appelle cela des sacs. N'est-ce pas? Fait avec du pétrole, ce qui brûle sous la chaleur. C'est donc une représentation de ce qui se passe sur la fragilité sociale. Au niveau social dans notre pays, le repas que nous avions dans les années 80 à 90, nous l'avons 2 à 3 fois par semaine. Je reprends très bien le repas quotidien que nous avions. Nous l'avons aujourd'hui 2 à 3 fois. Cela revient à dire qu'il y a des familles, si elles mangent aujourd'hui, à satiété, il faudrait attendre 2 à 3 jours pour avoir encore un tel repas. Alors que dans les années 70, nous mangeons le matin, à midi et le soir. Et nous en avions encore à conserver. Donc vous êtes en train de vous rendre compte que par ce que je vous dépeins, notre société est en pleine dégradation. On ne vit plus en sécurité parce qu'il y a des bébés noirs. C'est-à-dire qu'il y a une bande de bandits
hommes et femmes qui entrent avec des machettes chez vous, n'est-ce pas, si ils se rendent compte que vous aviez reçu un Western Union de la part de ceux que vous avez en Europe, en Amérique. Et si l'on suspecte que vous avez un peu d'argent, il faudrait avoir des bergers allemands chez soi, où il faudrait être autant armé, n'est-ce pas, parce qu'il pourrait y avoir une intrusion et des gens qui voudront, n'est-ce pas, vouloir vous braquer, vous assassiner. Il n'y a plus de sécurité alors que nous avons une nation fortement militarisée. Alors, la délinquance juvénile, la délinquance sénile, ce que nous appelons aujourd'hui les antivaleurs, couvre tout le pan de la société de notre nation. C'est terrible comme description que nous puissions vous faire. Et il est quasiment impossible que celui qui vit en France, en Europe, en Amérique, en Asie, se rende compte de ce que nous présentons parce que nous avons un chef d'État qui aujourd'hui a quitté le pays et se retrouve en Allemagne en tant que haut fonctionnaire ou bien haut représentant de l'Union européenne. Pourtant, l'Union européenne est là, l'Union africaine est là, l'ONU est là, les États-Unis sont là. Un certain nombre de pays européens qui se sont divisés en deux groupes, les uns pour le loyaliste en Libye, les autres pour le rebelle en Libye, et ils vont traiter en Allemagne cette affaire-là. Donc lui, en tant que haut représentant de l'Union africaine, il se retrouve là-bas, alors que la Tunisie, qui pourrait en pâtir juste à côté, n'a pas été reçue dans cette conférence qui se réalise aujourd'hui en Allemagne sous Angela Merkel. Donc lorsque vous avez un chef d'État de ce genre, qui est représentatif dans toutes les solutions à rechercher en Afrique centrale, en Afrique, n'est-ce pas? Les gens pensent que dans sa nation, tout va très bien, c'est-à-dire que les choses marchent très bien. Et il sait bien le faire parce qu'en effet, on n'a pas de véritables hommes politiques de l'Europe et de l'Amérique qui descendent et qui posent les vraies questions à leurs ambassadeurs qui sont sur place pour leur faire le topo, pour leur faire l'expertise de la réalité congolaise telle que nous la vivons. Mais dans une nation comme Brazzaville où la mendicité est tellement criarde, on peut se rendre compte que c'est une chose normale ou naturelle. Donc nous sommes en train d'intervenir aujourd'hui à cause de cela, pour montrer que notre nation a un sérieux problème, tout comme les nations de l'Afrique centrale, de l'Afrique subsaharienne. Mais qu'il faudrait une véritable volonté, n'est-ce pas, de l'homme noir à se réveiller sur la face de notre monde. Parce qu'il faudrait que nous nous disions les vérités. L'homme noir est celui-là qui a régné sur la terre depuis 11 040 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1960 avant Jésus-Christ, lors de la dispersion de Babel. La dispersion de Babel compose pour notre humanité tout entière un grand événement. C'est à partir de ce moment que l'homme noir a commencé à se répandre sur la terre tout entière. Nous étions les seuls à demeurer sur cette terre. Et nous avons produit l'homme jaune, l'homme blanc, l'homme rouge. Nous sommes la matrice de l'humanité. Mais aujourd'hui, prenez sur les près de 8 milliards d'êtres humains que nous avons sur la terre tout entière, nous avons près d'1 milliard tout simplement d'hommes noirs sur notre terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes la race minoritaire. Nous sommes la race minoritaire, la race génocidée. Parce que les puissances européennes, les puissances américaines, les puissances orientales, comme la Chine, se mettent à dépouiller, n'est-ce pas, nos populations africaines. Vous allez retrouver chez nous l'extraction, n'est-ce pas, des minerais les plus importants dans l'industrie et la technologie mondiale qui sont extraits par des hommes et des femmes à bas âge, sans technologie, sans puissance d'extraction, n'est-ce pas, de ces minerais, qui meurent empoisonnés, essoufflés et tout, pour le bien de notre humanité tout entière. Il est
aussi important de faire comprendre aux uns et aux autres que l'institution onusienne a 5 nations qui ont leur droit de veto. Et donc, les nations de la Terre tout entière font des cotisations à l'institution onusienne pour qu'il y ait le FMI et la Banque mondiale. Donc, si vous voyez, par exemple, que dans notre nation, il y a des tractations qui sont en train d'être faites avec l'institution onusienne, n'est-ce pas, pour que nous puissions trouver un prêt qui sera remboursé à des taux élevés, c'est parce que toutes les nations de l'humanité tout entière font des cotisations à l'institution onusienne. Mais il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui à l'ONU? Pourquoi Kofi Annan n'a pas pu faire passer ces 300 lois au travers desquelles il voulait moderniser l'institution onusienne? C'est parce qu'il y a 5 nations qui ont le droit de veto. Les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Ce sont les vainqueurs de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Des grandes guerres provoquées entre Européens et dont les Américains sont entrés en action pour soutenir une partie, c'est-à-dire les Alliés, de telle sorte qu'ils puissent remporter la victoire sur l'entente, laquelle était une configuration politique des Allemands, des Espagnols, des Italiens et consorts. Ils provoquent la guerre en Europe, ils se battent, ils s'entretuent, et pour déterminer les victoires, n'est-ce pas, de l'Alliance, ce sont les soldats africains qui entrent en jeu, qui gagnent la guerre, qui effrayent les Allemands et les Italiens. Mais on n'en parle pas, normalement. On n'en parle pas. Et dans tous les événements qui se passent pour commémorer, n'est-ce pas, ces victoires, la place de celui qui a fait la victoire n'est pas très bien présentée. Et qu'est-ce qui va se passer par après? Ces nations-là vont avoir le droit de veto. Ces nations qui ont fait la guerre vont avoir le droit de veto. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que cela devrait continuer? Ceux qui ont fait la guerre et qui l'ont remportée imposent une loi. Cela fait près de 60 ans que ça dure. Ça ne devrait plus exister, normalement. Ça ne devrait plus exister. Aujourd'hui, il y a des nations qui sont en train de souffrir pour faire vivre l'institution onusienne. Officiellement, nous savions que les pays du Golfe, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, pourvoyaient le financement de l'institution onusienne, mais ils ont arrêté de pourvoir comme ils le faisaient dans les temps passés parce qu'ils se sont rendus compte que les moyens financiers qu'ils mettent à la disposition de l'institution onusienne, il y a les 5 nations qui ont le droit de veto qui s'en accaparent et qui profitent, n'est-ce pas, de dominer l'humanité tout entière. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de pourvoir grandement, n'est-ce pas, à l'institution onusienne. Et l'institution onusienne, se trouvant en perte de confiance, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle utilise, n'est-ce pas, un braquage, un bradage, une confiscation, une extraction des matières premières au travers des multinationales pour qu'en Afrique centrale, on puisse extraire autant que possible la matière première, n'est-ce pas, au travers de laquelle un certain pourcentage va permettre à faire fonctionner l'institution onusienne. Ce qui revient à dire que c'est grâce, n'est-ce pas, à la richesse que l'on extirpe en Afrique que l'on fait fonctionner le monde entier. Trouvez un peu cette injustice-là. Au lieu qu'on trouve, n'est-ce pas, un facteur, un principe d'extraction de richesse en Afrique et développer à la fois les populations africaines, non, l'institution onusienne, les multinationales préfèrent doper le pouvoir oligarque et kleptocrate des dirigeants qui ne composent qu'une très infime minorité dans nos populations à nous, de telle sorte que ces pouvoirs-là, dictatoriaux, puissent pérenniser, n'est-ce pas, l'extraction des matières premières dans nos nations en faveur du développement de l'institution onusienne et de certaines multinationales. Car, que vous le vouliez ou non, n'est-ce pas, ces multinationales qui font la guerre au Kivu, qui font la guerre au Rwanda, qui font la guerre au Burundi, qui font la guerre au Mali et tout, n'est-ce pas, ces institutions financières, bancaires, ces multinationales
industriels et autres profitent, n'est-ce pas, de cette grande période d'instabilité en Afrique pour que la France vienne faire le sapeur-pompier, alors qu'en réalité, en voyant très bien, c'est en même temps le pyromane. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer dans notre nation et dans les autres nations. Et c'est pour cela que dans le cas d'espèce, aujourd'hui, les gens se sont rassemblés en Allemagne, n'est-ce pas? Parce que il y a deux factions en Allemagne. Il y a les loyalistes et les rebelles. Or, entre-temps, il leur a été proposé, n'est-ce pas, qu'ils fassent une conférence nationale pour qu'il n'y ait pas cette guerre. Mais bien entendu, les belligérants n'ont pas voulu accepter. Ils ont préféré tuer un certain nombre de Libyens jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont là dans les tractations pour mettre, n'est-ce pas, la fin à ce qu'ils se sont entêtés de faire. Pourtant, sur notre terre, on sait très bien que les choses, telles qu'elles commencent, elles finissent toujours de la même manière. Parce qu'il n'y a pas un autre cycle. Celui-là qui veut du pouvoir, il attaque celui qui est au pouvoir. Et quand il y a match nul, ils finissent par se partager le pouvoir. Or, c'est ce qui leur a été proposé bien avant. Mais pourquoi ceux qui ont proposé une conférence nationale en Libye n'ont pas insisté de telle sorte qu'il en soit ainsi? C'est parce qu'ils savent qu'il faudrait permettre qu'il y ait des morts, n'est-ce pas, pour pouvoir intervenir. Car aujourd'hui, il y a la Turquie, il y a la Grèce, qui sont en train de se positionner là, il y a la France, il y a l'Italie, qui sont en train de se positionner pour se partager, n'est-ce pas, la modernisation de la Libye. Mais à propos de la Libye, qui a tué Muammar Kadhafi? C'était au temps où le président Obama était au pouvoir. Il a fait un discours au travers duquel il a dit que nous avons dit à Nicolas Sarkozy de faire le job. Le job a été fait et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avant même qu'on ne destitue Muammar Kadhafi, il a fait des appels à l'Angleterre en disant « Si vous me tuez, eh bien, il y aura une insécurité en Europe et vous verrez comment le terrorisme va terroriser l'Europe. » Et c'est ce qui s'est passé. Conséquemment, ce dirigeant avait prophétisé ce qui interviendrait et nous tous, nous le savons. Mais avec tout cela, les gens ne sont pas ravisés pour ne plus continuer de traumatiser, d'exploiter, de dominer, d'assujettir, d'abrutir, d'oppresser, d'aliéner nos populations africaines. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose que nous devrions faire comprendre aux gens. Il y a 60 ans, nous avons quasiment acquis en Afrique notre indépendance. En réalité, c'est une indépendance de façade. Mais comment les choses se sont-elles faites? Elles se sont faites à partir, n'est-ce pas, des mouvements sociaux traduits ici, par exemple, en France. Je prends le cas, n'est-ce pas, de la zone de l'ex-empire franco-africain. Il y a eu le RDA. Il y a eu aussi les syndicalistes français qui ont pourvu des hommes politiques, des carrures associatives, n'est-ce pas, pour mobiliser les populations africaines en vue de pouvoir parvenir aux indépendances. Et nous sommes parvenus aux indépendances. 60 ans après, nous avons aujourd'hui la certitude que le colon est toujours là. Tout simplement, il a muté de forme. C'est plus un colon blanc, c'est un colon noir. C'est pour cela que nous parlons d'oligarchie kleptocrate. Nos présidents, nos ministres, nos hauts fonctionnaires, nos généraux, nos hommes d'affaires sont à la solde des multinationales au travers d'un système mafieux qu'on appelle la France-Afrique pour maintenir, n'est-ce pas, la population et les richesses nationales entre les mains des dominateurs européens. On peut citer la France et les autres nations. Ce que le colon faisait sur place, aujourd'hui le colon le fait indirectement au travers du système politique de chacun de nos pays. Conséquemment, il faudrait un réveil. Ce réveil, aujourd'hui, peine, n'est-ce pas, à s'instaurer. Parce qu'il y a une insécurité dans nos nations. La dictature demeurant des États de non-droit,
détruisant même l'existence de l'état de droit, rendant impossible d'établir un état de droit parce qu'ils sont dictateurs, oligarques et kleptocrates, oyocrates, médiocrates, idiocrates, n'est-ce pas? Militarisant le pays en faveur du maintien au pouvoir de ceux qui règnent, prenant des décisions pour qu'il n'y ait plus de cumul de mandats, mais faisant le cumul de mandats, rendant impossible l'éclosion de la véritable liberté de penser, de parler et d'agir. Ne pouvons pas aider les chercheurs, les sages, les intelligents, les génies, les créateurs, les innovateurs, les cerveaux, de pouvoir s'exprimer pour créer des moyens de production, des moyens de travail, des moyens de production de richesse. Faciliter la jeunesse à accéder à l'Internet, à accéder à la technologie, développer la matière grise de l'homme noir, mettre notre jeunesse au même pied d'égalité avec la jeunesse de toutes les nations, car c'est possible aujourd'hui avec l'Internet, mais l'Internet est onéreux. Et comme nos populations n'ont pas assez de financement, eh bien, comprenez que cela n'est tout simplement pas possible. Mais, quand bien même, nous avons quelques nations qui, elles, comprennent qu'il faudrait prendre en charge la jeunesse. Nous pouvons citer le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et juste à côté de chez nous, le Rwanda. Le Rwanda qu'on a décrit dans les années 90 comme ayant connu le génocide, aujourd'hui, ils sont devenus une nation émergente. Pourquoi? Parce qu'une discipline présidentielle, politique, a permis l'épanouissement de tout le monde. Bien sûr, c'est le couloir, n'est-ce pas, au travers duquel on arrache les matières premières du Kivu en RDC pour les transporter en Belgique, en Chine, en Amérique, en France, en Angleterre. Et donc, conséquemment, avec tant soit peu d'intelligence, on peut aussi développer Kigali, développer le Rwanda. Le Rwanda est une nation d'une superficie égale aux poules. C'est-à-dire, nous, Congolais, notre poule, c'est le Rwanda. Donc, près de 30 000 km². 30 000 km². Voilà, avec une population de près de 14 millions d'habitants. Donc, vous vous rendez compte qu'avec une bonne gestion, cette nation est en train d'émerger. Mais pourquoi, dans nos nations à nous, où il y a la matière première, cette émergence n'existe pas? Pourquoi? C'est parce que, dans le cas du Rwanda, comme c'était le couloir au travers duquel pouvaient passer les matières premières extirpées frauduleusement, massivement en RDC, eh bien, les gens se sont arrangés de telle sorte à intimer des ordres à Paul Kagame pour qu'il développe, n'est-ce pas, sa nation de telle sorte qu'on puisse couvrir, n'est-ce pas, le pillage. Et qu'on se dise, eh bien, c'est cela qui est en train de développer le Rwanda, alors qu'en réalité, c'est la France, la Belgique, le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis, le Canada et consorts qui se développent. Donc nous avons ces problèmes-là. Alors, peuple congolais, en ce qui nous concerne, nous, Monsieur Denis Sassou se retrouve aujourd'hui en Allemagne pour traiter le cas de la Libye. Et donc, ça lui fait un aura. Les gens vont le croire avec son fond bleu, n'est-ce pas, qu'il propose à l'international. On a un regard sur lui, alors que les populations indigènes de notre nation souffrent du fait de l'exploitation de l'or, des diamants par les Chinois. Une exploitation sauvage. Lorsqu'on dit les Chinois, il est tout simplement question de son fils Kiki et de quelques fils et filles biologiques avec quelques ministres, n'est-ce pas, qui installent quelques bandes de Chinois qui font des exploitations de la matière première en détruisant notre nature. Mais il faut fermer les yeux. Et les revenus ne viennent jamais au trésor public,
c'est le revenu, n'est-ce pas, de ceux-là que je viens de citer, Kiki et autres bandes de Ngakoso, ces ministres-là qui travaillent pour le maintien au pouvoir du président de la République autoproclamé, parce qu'il s'est autoproclamé. Alors, en face de tout cela, qu'est-ce que nous devrions faire? Je suis en train d'intervenir aujourd'hui pour vous rappeler que j'ai écrit un ouvrage intitulé « Courrier d'un indigent africain aux parlementaires internationaux ». Alors, cet ouvrage que j'ai publié, n'est-ce pas, avait une proposition depuis 2016. Je pensais à cette époque que les puissances internationales, particulièrement la France, pouvaient comprendre les propositions que nous étions en train de faire, nous, à ces dirigeants. En ce temps-là, c'était le président François Hollande qui était au pouvoir. Je me suis dit, lorsque nous avions des sérieux problèmes ici, sur notre planète Terre, en rapport avec le fascisme et le nazisme, on n'a pas tout simplement pris les populations africaines pour qu'elles interviennent ici, en Europe, pendant la guerre, et que nous puissions aider les Alliés à remporter la victoire. Mais après cela, il y a eu un plan Marshall qui a été établi par les États-Unis pour aider les nations européennes à se reconstruire. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, d'une aide du plan Marshall. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons tout simplement besoin d'un tant soit peu d'humanisme. Je pensais à cette époque qu'une nation comme la France pouvait aider la diaspora congolaise à s'organiser sur le plan politique et le plan associatif. De telle sorte que nous puissions agir d'une manière importante. C'est-à-dire faire ceci. On s'est dit, comme nous tous nous savons que les multinationales sont coupables, n'est-ce pas, de coup d'État, parce que nous les Congolais, nous savons que le coup d'État de 1997 a été fomenté par Elf Congo, qui a utilisé l'armée française, l'armée angolaise, l'armée tchadienne, l'armée gabonaise, les ex-FAS du Zaïre, les réfugiés rwandais et les milices cousues de toute espèce et de toutes pièces par les lobbies commerciaux libanais et ouest-africains. Ce sont ceux-là qui ont fait la guerre avec les Cobras pour renverser le pouvoir démocratique de Pascal Lissouba. Je pensais que comme nous savons que Elf Congo vendait les armes à Sassou et vendait les armes à Lissouba, que l'homme politique pouvait comprendre les manigances de cette multinationale. Et donc nous nous sommes dit, il faudrait que par exemple, la France aide tout simplement la diaspora pour s'organiser politiquement et associativement, de la même manière qu'ils l'ont fait avec le RDA et les sénégalistes français pour accéder aux indépendances. Ils pouvaient le faire. Pourquoi? En organisant la diaspora, pour qu'elle devienne une force politique. La diaspora repartirait au Congo. Et alors, en ce moment-là, nous réaliserions, n'est-ce pas, un travail de sensibilisation politique pour que le Congolais, la Congolaise, fasse la politique et non qu'on l'appelle tout simplement aux élections et élire une caste politique qui ne travaille pas pour le pays. Mais que plutôt, nous sachions c'est quoi la décentralisation et établir une administration décentralisée. Parce que si nous savons l'intérêt d'une décentralisation, nous nous battrions pour cette décentralisation. Alors qu'aujourd'hui, la décentralisation n'est que de jure. On ne fait que parler de la décentralisation, mais en réalité, elle n'existe pas. Parce que le Congolais ne sait même pas pourquoi il a un maire. Il ne sait pas pourquoi il a un chef de village. Pour le Congolais, le maire, c'est celui qui donne l'extrait d'acte de naissance ou l'acte de naissance, c'est tout.
Pour le Congolais, le maire qui devrait s'occuper, n'est-ce pas, de la propriété, non, ça n'existe plus parce que c'est depuis 40 ans que ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on élit des maires. Et eux-mêmes, les maires sont là tout simplement pour avoir un gros salaire. Un point, une barre. Donc, il nous faut éduquer les populations. Et alors donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas nous aider tout simplement à nous organiser? Parce que, en ce temps-là, je trouvais que même nous-mêmes, les diasporas, il y a une insécurité que nous avions. Une insécurité. Et vous allez peut-être être étonnés. Parce que nous sommes soumis à des travaux de pénibilité extrême. Je reviens d'une veillée et j'ai vu la population africaine. Tous sont courbés comme ça. Vous les voyez tous courbés. Tous courbés. Je dis, mais attendez, ça me fait 10 ans que je suis ici. C'est maintenant que je remarque cela. Et j'ai tout simplement considéré la tranche d'âge qui était sur place et je me suis dit, waouh, c'est une tranche d'âge qui est dans les travaux de haute pénibilité. Voyez-vous donc, ici, nous sommes utilisés comme du bois de chauffage, n'est-ce pas, pour faire bouillir la marmite ou le bol qui va développer la nation française. Et c'est comme ça partout, sur la terre tout entière. Donc nous sommes aussi en danger. Nous n'accédons pas d'une manière normale aux fonctions équivalentes à nos diplômes que nous avons. Et même, nous avons des témoignages par-ci et par-là qu'un noir qui a un grand diplôme ne trouve pas facilement du travail par rapport à un blanc qui a un petit diplôme, alors que les deux ont une même nationalité française. Ces choses existent. Ces réalités sont là. Les autorités sont au courant. Alors donc, vous êtes en train de comprendre qu'on pouvait aider notre diaspora. Et cette dernière devait descendre sur place. À partir de ce moment, on travaillerait de telle sorte à pouvoir faire éclore une représentativité de la société civile. Et comme tel, nous déciderions d'avoir un même pourcentage de la mouvance présidentielle, un même pourcentage de l'opposition, un même pourcentage de la société civile. Nous créerions une troïka congolaise, laquelle troïka congolaise monterait au Parlement européen pour aborder les questions de développement de la nation congolaise, car nous sommes confiants et nous savons que les décisions se prennent en France. Or, la France faisant partie de l'Union européenne, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait cette conférence internationale pour l'abolition de la dictature en Afrique, et dans le cas présent, au Congo-Brazzaville. De même qu'on a combattu pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, et que cela s'est étendu sur la terre tout entière, nous avions pensé qu'il fallait qu'on commence à combattre la dictature, parce que on ne peut pas comprendre qu'il y a une dictature dans notre nation, que la France le sait, parce que la France a une ambassade, la France a des coopérants, la France connaît bien le Congo, bien la réalité congolaise, plus profonde même que nous ne le pensons nous-mêmes le Congolais, et qu'ils permettent en ce que cette dictature oligarque, kleptocrate, continue, n'est-ce pas, de demeurer au pouvoir, de mettre notre État en instabilité qui profite à la vie du pouvoir en place. Aujourd'hui, je trouve des cadres, des magistrats, des avocats, des intellectuels français qui disent le pays est en sécurité, tu quittes Bakongo, tu peux aller à Nkombo à pied. Mais mon Dieu, quel est le rapport que vous êtes en train de faire? Pourquoi ce mensonge? Dans notre nation, les gens meurent de maladie. Les gens meurent de faim. Parce que chez nous, vous n'allez pas le comprendre, ce n'est pas comme dans les autres nations. Nous, le Congolais, c'est quelqu'un qui a une certaine fierté. Ce monsieur qui ne mange pas va être affaibli, il va attraper la maladie qu'on appelle le paludisme, on va l'amener à l'hôpital et il va se dégrader comme ça. Justement, on va s'attaquer à ce qu'on appelle le paludisme, mais c'est la famine. Le monsieur ne mange pas bien.
La dame ne mange pas bien, l'enfant ne mange pas bien, le vieillard ne mange pas bien. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont eu quelques biens financiers qui ont été arrachés à une banque et tout. Sa retraite, n'est-ce pas, son salaire, les gens souffrent. L'insécurité, elle est totale, mais elle est bien orchestrée. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre une bande, n'est-ce pas, de soldats qu'on enrôle dans l'armée et on leur fait attendre 10 mois, 12 mois de salaire et quand ils essaient de bouger, on leur dit allez crier. Et c'est quoi aller crier? C'est de braquer la population. Ces choses-là existent. Donc nous avons pensé qu'il faudrait que nous puissions prendre à bras le corps la question de l'abolition de la dictature en Afrique. Donc, nous avons comme preuve que faire des coups d'État, n'est-ce pas, pour éliminer celui que l'Européen, l'Américain appelait dictateur Muammar Kadhafi, ça a des retombées négatives. Donc, ce n'est pas au haut sommet qu'il faut voir le changement, mais plutôt à la base. Parce qu'une nation a une population qui est normalement souveraine. C'est cette souveraineté qu'il faut faire conscientiser à nos populations pour que nous ayons cette capacité de désobéissance civile, par exemple, qui ont entraîné la chute d'Abdelaziz Bouteflika, la chute de Omar Béchir, Abdelaziz Bouteflika en Algérie, Omar Béchir au Soudan. Le Soudan qui était plus militarisé que le Congo-Brazzaville, parce que le Soudan c'est quand même presque la moitié de l'Europe. Une grande nation comme le Soudan, militarisée par un général qui, franchement, était sanguinaire, mais nous avons vu comment la désobéissance civile a pu s'organiser. Et vous savez que ces systèmes-là sont tellement ancrés. Donc je voudrais aussi rappeler au peuple congolais que ce n'est pas facile lorsque nous parlons de désobéissance civile. Ce n'est pas facile. Regardez la configuration politique du Soudan. La population s'est rébellée. Il y a eu près de 200 morts, n'est-ce pas, pour crier contre Omar Béchir. Aujourd'hui, Omar Béchir est en prison. Mais la grande armée, vous en faites quoi? Parce que ça fait partie aussi de la population, la grande armée soudanaise. Et conséquemment, les gens ont trouvé bon, n'est-ce pas, qu'ils fassent un comité de gestion du pays en attendant des futures élections. Et ils ont pris 6 civils et 5 soldats qu'ils ont mis à la tête de ce comité-là pour pacifier le pays et penser aux élections. Mais nous aurons un sérieux problème. Et ce problème-là, ça s'appelle le conflit de l'après-Sassou. Quand Sassou chutera, nous gérerons comment notre pays avec la multitude de généraux que nous avons, avec l'instrumentalisation des milices que nous avons. Donc nous avons des sérieux problèmes qui peuvent être résolus bien avant que cela n'advienne. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler de telle sorte à faire que nous puissions saisir le taureau par les cornes. Alors, peuple, je voudrais vous dire que j'ai fait des propositions au président François Hollande. J'ai fait des propositions au Bundestag. Voici la réponse que le Bundestag m'a donnée parce que je leur ai envoyé le livre que vous pouvez lire, hein, Courrier d'un indigent africain aux parlementaires internationaux qui fait des grandes propositions. Vous avez ici la réponse du Bundestag. Je ne sais pas si vous êtes en train de bien voir. Qu'ils accusent réception de cet ouvrage, Courrier d'un indigent africain aux parlementaires internationaux. Voici la réponse que j'ai reçue de la part de Theresa May. En ce temps-là, c'était Theresa May qui était première ministre en Angleterre. Voici la réponse que j'ai reçue du président François Hollande. 2016, 28 juin 2016, juillet 2016. Oui. Voici la réponse en ce temps-là que j'ai reçue de la francophonie. En ce temps-là, c'était Michael Chad.
Alors, je viens de vous citer la France, l'Angleterre, l'Allemagne. C'est les puissances européennes. Ils ont cette proposition. Mais, vous savez, il y a un proverbe qui déclare qu'il y avait une ville qui avait été investie par un puissant roi. Et dans la ville, il y avait un sage qui sauva la ville. Mais on ne se souvient plus de ces sages. Car la sagesse d'un pauvre n'est pas écoutée. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vivre. J'ai fait des propositions qui finiront par être considérées par les puissances internationales si nous les amplifions, nous, en devenant riches en politique. Parce que c'est là le problème. Voilà. Nous avons des propositions. Et ce courrier d'un indigent africain aux parlementaires internationaux, je l'ai fait parvenir au président Barack Obama parce que c'est lui qui était au pouvoir. Je l'ai fait parvenir au pape. Je l'ai fait parvenir au président Denis Sassou Nguesso, au président François Hollande. Je l'ai fait parvenir à Manuel Valls, alors Premier ministre. Je l'ai fait parvenir à Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen. Je l'ai fait parvenir à Marine Le Pen. Des propositions qui, prises en considération, pouvaient entraîner qu'il y ait un puissant changement dans les relations entre la France et l'Afrique. La France et le Congo. Voilà. Emmanuel Macron. Et je l'ai fait aussi parvenir à Emmanuel Macron. Naturel. Avec 7 autres ouvrages. Bien. Alors, le problème qu'il y a, c'est que nous devons nous imposer en tant que participants aux changements qui doivent intervenir dans les relations entre la France et le Congo, Brazzaville, entre la France et l'Afrique centrale, entre la France et le monde de l'ex-empire franco-africain, entre l'Europe et l'Afrique, entre le monde entier et l'Afrique. Nous devons devenir une nouvelle classe forte, pouvant pas seulement se contenter de nous plaindre de ce qui arrive ou de ce qui est arrivé dans les temps passés, mais nous devons être à même aujourd'hui d'impacter la haute politique pour faire passer nos idées, nos pensées, notre idéologie, notre expression. Et nous devrons arriver au point d'avoir des actions politiques et des actions associatives qui devront être prises en compte par les dirigeants européens, les dirigeants américains et les dirigeants asiatiques. Par exemple, nous devons tout simplement prendre un certain nombre d'intellectuels qui se dirigent là où il y a l'exploitation dangereuse de nos matières premières, faire des sittings et empêcher, n'est-ce pas, l'extraction de nos matières premières par nos populations infantiles et forcer l'UNESCO à nous envoyer des moyens pour arrêter l'exploitation militaire de nos gamins, de nos enfants, de nos adolescents, l'exploitation minière de nos adolescents et tout. Donc nous devons avoir des activités comme cela. Nous devons tout simplement nous décider d'arrêter là où on fait l'extraction de minerais, l'extraction d'uranium, l'extraction de diamants, l'extraction d'or. Nous devons tout simplement arrêter cela. Les Gilets jaunes sont en train de le faire en France. Comme cela, quand les Occidentaux vont voir que les industries d'extraction sont à l'arrêt, écoutez-moi très bien, si nous mettons, par exemple, les industries d'extraction à l'arrêt, cela ne veut pas dire qu'on va nous faire la guerre. Si nous sommes très bien organisés, eh bien, ils nous feront la guerre, mais nous pourrons remporter ces guerres-là. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Au tout début du XXe siècle, juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'Asie a été assiégée par la France, l'Angleterre
et les autres puissances européennes. L'Amérique est même entrée dans les guerres parce qu'il fallait tout simplement sauver le soldat France, le soldat Angleterre, en Inde, au Pakistan, au Vietnam et consorts. Il y a une configuration politique mondiale qui existe, et laquelle, quand les Vietnamiens se sont recroquevillés autour d'eux-mêmes, se sont consolidés, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il s'est passé que la Russie est entrée en jeu, parce que notre monde est bipolaire. Quand c'est l'influence américaine, la Russie intervient. Quand c'est l'influence russe, l'Amérique intervient. Donc, nous devrons nous consolider et savoir que ce combat-là, quitte à nous de le mener. Aujourd'hui, c'est irrationnel que le président Sassou Nguesso aille traiter les questions de la Libye alors que dans sa propre nation, à lui, les choses ne marchent pas et c'est lui qui en est le dictateur. Peuple congolais, vu le temps que j'ai fait pour introduire mon sujet, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer dans quelques temps. Je vous salue. Partagez ceci. Partagez tout simplement, mes frères. Ceci est important pour nous tous. Partagez. Et mon numéro de téléphone, le 06 79 81 10 84. Je reprends le 06 79 81 10 84. Le but, ce n'est pas moi. Le but, c'est nous. Partager. Que les gens comprennent. Parce que c'est à nous d'informer les gens. À bon entendeur, salut.